Nous allons désormais avoir un échange pour croiser les regards et les expériences d'horizons divers, puisque nous réunissons autour de ces 3 petites tables qui ne sont pas rondes, à la fois Stéphane Lagier, chef de service à la DGAFP, donc, qui porte cette vision globale et des politiques RH de l'État. Madame Durossel, vous êtes DRH du Château de Versailles, donc on reste un peu dans l'univers de la culture dont Madame Gardette nous a donné un peu le contexte tout à l'heure. Madame Bouraïma, vous êtes chef de cabinet du DRH de Pôle emploi, un énorme établissement public de 52 000 agents. Et Madame Debeau, vous êtes sous-directrice RH à la Direction générale de la douane et des droits indirects. Donc voilà, plusieurs ministères et types d'opérateurs réunis maintenant pour partager un peu votre vision à vous de cette question du manager de demain, des compétences qui sont attendues, et puis également des exemples concrets, des initiatives, des travaux que vous conduisez sur ces questions pour outiller, accompagner les cadres, les encadrants, les managers de vos ministères et établissements respectifs. Voilà, je commencerai volontiers par cette question un peu introductive de savoir quels sont selon vous finalement les défis dont on parle. On parle du manager de demain face aux transformations. Est-ce qu'on pourrait qualifier un petit peu plus les défis auxquels font face les managers aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que c'est pas évident d'être manager, particulièrement dans le contexte actuel? Qualifier un petit peu ces défis, que ce soit liés au contexte en termes d'environnement ou aux attentes des agents ou des managers eux-mêmes. Quels sont ces défis et en miroir de ces défis, à quoi devrait ressembler finalement le manager de demain? Est-ce que voilà, l'un d'entre vous souhaite commencer sur cette question introductive pour poser un peu les bases de notre discussion? Par volontariat, je ne vais pas imposer. Madame Debeau. Bon, je vais bien commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que pour les managers de demain, ils ont besoin d'abord d'avoir de lisibilité de notre part. Je pense que c'est important, puisqu'ils vont être en première ligne pour pouvoir expliquer à leurs agents, notamment pour les managers de proximité, les changements vers lesquels on se tourne. Donc je pense que ça, c'est important. Je pense qu'il faut pouvoir les outiller pour pouvoir être au plus proche de leurs agents, avoir de la crédibilité dans leur discours et les accompagner tout en les rassurant sur les missions de demain, puisqu'on est effectivement dans un contexte très évolutif qui évolue de plus en plus rapidement. Et donc, je pense qu'il y a aussi un discours de franchise aussi à avoir vis-à-vis des agents. Manager, c'est un métier difficile. Et en douane, qui est une administration à réseau, pour les managers, c'est difficile aussi parce qu'ils sont, c'est ce qu'ils nous disent, ils sont isolés. Ils sont sur le terrain face à leurs équipes et quelquefois ils sont seuls géographiquement et aussi un peu fonctionnellement, il faut bien le dire. Donc ils ont besoin aussi beaucoup d'informations et on a aussi besoin de partager avec eux. Donc je pense que voilà, il faut surtout être proche d'eux, les outiller et surtout les informer et eux-mêmes leur donner de la lisibilité pour qu'ils puissent rassurer et bien expliquer où on va et pourquoi on y va. Merci. Donc les inclure dans cette vision pour qu'ils puissent la partager et jouer leur rôle et le rôle qui est attendu de leurs équipes. Peut-être Pôle emploi, vous avez un contexte assez particulier qui pose en lui-même un défi aux managers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans quelle dynamique vous vous êtes engagé chez Pôle emploi? Bonjour à toutes et à tous. Alors nous, ce qui a changé, c'est la nature de la transformation, j'ai envie de dire. On a des attentes de nos publics demandeurs d'emploi et entreprises qui ont évolué. Avec un besoin encore plus grand d'accessibilité, de simplicité, de personnalisation. Et puis on a aussi des attentes des collaborateurs qui ont changé avec, alors on a la chance d'avoir le sens de notre mission de service public, mais cette quête de sens, elle est toujours plus importante. L'envie d'avoir plus de marge de manœuvre et puis aussi voilà, des attentes aussi liées aux générations qui peuvent évoluer dans le temps. Et donc, jusqu'à présent, on avait beaucoup travaillé sur une transformation de nos processus, de notre organisation, de notre offre de services. Ça a produit des résultats.
notamment en termes de satisfaction de nos publics ou de retour à l'emploi, mais ce n'est pas suffisant. Et on s'est vraiment rendu compte que pour aller plus loin, en fait, maintenant, notre transformation, elle devait être davantage culturelle et finalement sur les modes de management et sur les pratiques collaboratives. Et donc, c'est cette transformation-là que l'on va accompagner. Alors, on ne part pas de zéro, puisqu'on a déjà lancé en fait une démarche expérimentale qui nous a permis de capter tous ces attendus vis-à-vis du management. Donc, du coup, juste en quelques mots, cette démarche, alors il y en a eu d'autres, parce qu'on est dans une logique de plus grande écoute, notamment des usagers, mais aussi de nos collaborateurs internes. Donc, on a fait des grandes concertations à la fois internes, externes, et on a lancé différentes démarches. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler plus de celle qu'on a appelée le nouveau pari de la confiance, qui est en fait une carte blanche qu'on a laissée à une vingtaine de nos agences en leur disant « vous pouvez faire ce que vous voulez en matière d'offres de services, d'organisation, de management, de gestion, du moment que ça produit de la performance, performance opérationnelle et performance sociale ». Et du coup, on a maintenant un peu plus de 2 ans de retour sur ces pratiques-là et on voit que ça a profondément bougé le rôle du manager. Alors si on est un peu caricatural, c'est de passer du commande et contrôle à être un management plus facilitateur, sachant que pour autant il reste quand même la notion de pilotage qui est importante. Et sur cette base-là, en fait, on a observé les compétences, on a redéfini notre référentiel de compétences managériales autour de 7 compétences clés maintenant, qui sont du coup notre cible pour le management de demain. Et donc le manager de demain, chez Pôle emploi, il dispose d'une beaucoup plus grande marge de manœuvre finalement dans les décisions qu'il peut prendre à son échelle. Et il doit également en laisser beaucoup plus à ses collaborateurs. C'est en ça que c'est un double défi, à la fois peut-être plus de responsabilité à son niveau et en même temps une forme de lâcher prise, en fait, c'est ça qui est attendu. Dans les compétences clés, il y a celle de responsabiliser. Donc effectivement, il doit responsabiliser ses équipes. Et en même temps, il faut, on va dire, que l'organisation lui permette de prendre davantage de marge de manœuvre. Et là, on travaille notamment sur ce qu'on appelle le cadre de confiance, en fait, qui définit le socle minimal de ce qui doit être rendu partout, sur tout le territoire. Et au-delà de ce socle, finalement, on dit vous avez tout l'espace d'innovation et de créativité qui est libre. D'accord, donc, pardon. Donc un contexte de transformation interne et managériale qui représente un défi pour les managers et peut-être vous pourrez revenir aussi sur ces questions que ça leur a posées à eux, sur leur positionnement, leur utilité même. Merci beaucoup. Pour ce qui est du château de Versailles, si je fais du coup maintenant dans l'ordre des on fait sièges, tour de table. votre vision des défis auxquels sont confrontés les managers et le portrait robot du manager de demain. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je ne reviendrai pas sur les grands défis liés à la transformation de la fonction publique, liés à l'évolution de l'environnement de travail. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses ce matin. Si je fais un focus, nous, sur les défis au sein du domaine national du musée et du château de Versailles, c'est déjà un défi dans la relation aux usagers qui, pour nous, est la relation aux visiteurs. C'est-à-dire qu'en 10 ans, donc ça rejoint aussi les problématiques que vous avez exposées sur Pôle emploi vis-à-vis de son public, en 10 ans, la fréquentation a été multipliée par 2 au château de Versailles. Donc aujourd'hui, on a des vraies problématiques de gestion de cette fréquentation et avec un visitorat, un public de plus en plus diversifié puisqu'on accueille le monde entier à Versailles. Donc ça touche les problématiques de l'interculturalité. C'est vrai que ça, c'est un champ qu'on n'avait pas forcément vu, dont on n'avait pas forcément vu venir les problématiques. Et aujourd'hui, nous, on s'intéresse beaucoup à former les agents sur cette interculturalité. Donc j'en parle parce que je pense que c'est une spécificité liée au château de Versailles. Et donc du coup, ça pose la question, la fréquentation, l'interculturalité, les nouveaux enjeux, les nouveaux défis. Ça pose la question, bien entendu, de l'évolution des métiers. Château de Versailles, c'est 1000 personnes, mais c'est 50 métiers. Alors Caroline Gardette en a parlé, ce sont des jardiniers, ce sont des fontainiers, mais ce sont aussi des ingénieurs, des conducteurs de travaux, la filière administrative générale comme vous la connaissez, mais aussi ce sont des conservateurs. Nous, on n'a pas de dentellière, mais on a des doreurs. Donc tout ça, et évidemment, nous avons des agents d'accueil et de surveillance, nous avons des caissiers, nous avons des personnes qui font du culturel, qui font aussi du commercial. Donc ça pose la question de l'évolution
fonction des métiers. Donc finalement, la réalité, la complexité du management aujourd'hui, c'est d'être confronté à ce quotidien et ces nouveaux enjeux qui, il faut quand même bien le dire, sont vécus comme des déséquilibres, alors même que le manager doit être le garant et le pivot de l'équilibre de l'institution. Parce que le manager, il porte des grands enjeux, les enjeux des conditions de travail, les enjeux des relations sociales, et ça c'est très prégnant dans nos établissements publics culturels, l'enjeu évidemment du résultat, de la performance, l'enjeu de l'attractivité, du développement des compétences et évidemment l'enjeu de la conduite du changement. Donc nous on s'interroge vraiment sur comment on assure aujourd'hui aux managers d'être le pivot de l'institution. Et donc je rejoins ce qu'ont dit nos collègues, à savoir que la question du manager de demain, elle passe évidemment par le renouveau de la fonction managériale. La question du chef a été précédemment posée, mais c'est sûr qu'on évolue aujourd'hui d'un modèle vertical du dirigeant qui va avoir un pouvoir d'autorité, qui va donner ses instructions aux agents pour qu'ils arrivent à un résultat, à finalement la position de leader. Donc nous on travaille beaucoup sur la question du leader qui va finalement accompagner les agents pour que les agents atteignent leurs objectifs. Et qu'est-ce que le leader a de plus que le dirigeant? C'est le pouvoir de conviction. Donc on travaille beaucoup sur ça, sur les valeurs de l'entreprise, sur l'engagement, pour pouvoir les aider à avoir ce pouvoir de conviction pour accompagner le changement. Et est-ce que dans les faits générateurs de ces évolutions du côté des managers, vous avez aussi, dans les attentes des collaborateurs, perçu des évolutions, dans les aspirations des collaborateurs, ou c'est plus une volonté d'impulser de nouvelles pratiques managériales Alors, aujourd'hui, c'est quand même plus une volonté d'impulser les pratiques managériales, et je dirais que les mentalités, les attentes des collaborateurs évoluent en fonction des premiers résultats que l'on a. Mais je dirais que c'est plus un mouvement qui est venu du haut, de l'équipe dirigeante, plutôt que des collaborateurs tirés de terrain. par ces constats liés à l'évolution de vos publics et aux défis que ça vous pose. Bien D'accord. sûr. Merci beaucoup. Stéphane Lagier, à la DGAFP, vous êtes aussi à un bon poste d'observation de ces défis posés aux échelons d'encadrement, aux managers. Comment est-ce que vous les formuleriez et comment vous voyez l'évolution vers le manager de demain ? Oui, alors je suis sur un poste d'observation très macro et donc de ce point de vue-là, je reste très modeste par rapport à des fonctions qui restent avant tout terrain. Je partage tout ce qui est dit. C'est vrai qu'on est dans un contexte de transformation, mais pas juste transformation de l'action publique. Je pense qu'on est à un moment de rupture sociale, sociétale, de manière plus large, qu'il y a des changements qui sont en train d'arriver, qu'il faut rester très conscient et très modeste parce qu'on n'en mesure pas la portée et que certaines choses peuvent aller très vite. Et que, je ne sais pas ce qu'est le manager de demain, mais je sais ce qu'il n'est plus, certainement. Et je pense qu'il y a certains oripeaux de la fonction RH, que je respecte énormément par ailleurs, qu'il est nécessaire de transformer. Et ce disant, encore une fois, j'ai conscience des valeurs qu'incarne la fonction publique. Et ça, je pense que quand on dit, quand je me regarde, je me désole, c'est vrai, c'est notre quotidien à tous dans ces métiers très difficiles de la fonction RH, mais je pense qu'il faut avoir aussi conscience de nos actifs, du sens de l'intérêt général et de l'engagement incroyable qu'ont l'ensemble des collaborateurs du service public. Et ça, on ne peut pas parler de management sans avoir ça en arrière-plan. Une fois qu'on a dit ça, oui, moi je pense qu'il y a un enjeu assez essentiel qui est que le manager va passer, et c'est déjà le cas en fait, une survalorisation de sa compétence technique à effectivement sa compétence d'adaptation, sa compétence d'empathie, sa compétence d'organisation du travail dans toutes ces dimensions que vous avez décrites. Et c'est ce que disait Caroline Gardette, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention. Après, les attentes, elles sont paradoxales. Il y a ce qu'attend le manager, et donc le manager aujourd'hui, il attend des choses qu'on va lui donner, il attend des outils, il attend d'avoir beaucoup plus de levier dans son organisation. Mais en même temps, il attend aussi des fois un peu de sécurité. Et puis en contrepartie de cette liberté nouvelle qu'on va lui donner, on va lui dire voilà, tu voulais recruter des contractuels, tu vas pouvoir le faire. Tu voulais t'affranchir d'un certain nombre de règles de nomination, tu vas pouvoir le faire. Tu voulais davantage d'outils de formation, tu vas les avoir. En même temps, il va falloir offrir aussi des contreparties, quelques règles d'encadrement aussi à ça, pas forcément des règles juridiques, mais des règles bonnes pratiques RH, parce que dans le monde actuel et passé, je pense qu'on a fait une confiance excessive dans la régulation par la norme et par le statut.
Donc là, dans les mois qui viennent, c'est en train d'arriver avec le projet de loi et ça va arriver après par voie réglementaire, on va déverrouiller un certain nombre de choses. Et donc ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, qu'on ouvre toutes les portes, ça veut dire qu'on allège la contrainte. Et de ce point de vue-là, quand Caroline Gardet disait « je suis convaincu que tout le monde a compris que la fonction RH, c'est plus des contrôles », moi je ne suis pas complètement convaincu parce que je ne le ressens pas dans mon quotidien en permanence. Donc il y a encore pas mal de boulot, je pense, à faire pour faire évoluer cette fonction RH. Et tout ce temps de contrôle qui va être libéré, il faut l'investir dans des politiques RH de soutien à la formation et à l'accompagnement des managers, mais aussi en contrepartie d'un certain nombre de règles qui pouvaient être rassurantes, un certain nombre beaucoup de choses en termes d'accompagnement individuel du manager sur lesquels aujourd'hui on sait qu'on est insuffisant. Et puis par ailleurs, il faut être aussi lucide sur les attentes au regard de ce que je disais, du sens de l'intérêt général, de la noblesse de la mission, elles sont démesurées. Donc on ne sera jamais au niveau des attentes. Et c'est ça qui est extrêmement difficile dans la fonction RH. Donc là, vous nous amenez à potentiellement un deuxième axe sur lequel échanger, qui est ce rôle de la fonction RH. Donc vous commencez à le dessiner, des bonnes pratiques en contrepartie de la responsabilisation et des marges de manœuvre qui sont données, des guides pour la pratique, des mesures d'accompagnement, des outils, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu au niveau de la DGAFP de ce que contiennent finalement ces politiques d'encadrement? Qu'est-ce que vous impulsez pour faire de la fonction RH finalement un partenaire de ces managers dans les défis qu'ils ont à relever? Alors, nous, notre rôle, c'est effectivement un rôle de coordination, d'impulsion. Sur ce, au titre de cette appellation DRH de l'État, sur différents segments, on développe des politiques RH sur lesquelles on travaille en lien avec les ministères et des fois même avec d'autres employeurs, collectivités territoriales ou établissements hospitaliers plus rarement. Dans les politiques RH, il y a une politique évidemment qui me tient particulièrement à cœur, c'est les politiques d'encadrement supérieur, mais je ne veux pas limiter ça à l'encadrement supérieur, parce que ce qui est fait pour l'encadrement supérieur a vocation à redescendre et à inspirer l'ensemble de la chaîne d'encadrement dans sa diversité. Et donc, on anime ce qu'on appelle les plans managériaux. Je suis pas sûr que dans la salle tout le monde sache ce que c'est que les plans managériaux et je suis des fois désolé parce que c'est une démarche importante qui a été impulsée en 2015 par une circulaire du Premier ministre Manuel Valls à l'époque et qui a demandé à l'ensemble des ministres à travers leurs secrétaires généraux de se saisir de la question managériale et de la formaliser. Parce que, contrairement à ce que pensent certains, le management, c'est pas des concepts. La RH, c'est pas aussi... Alors ça, c'est un gros problème de la RH, c'est que tout le monde pense à une idée sur comment on fait de la bonne RH. Ce qui arrive beaucoup plus rarement dans le domaine de la finance. Non, on peut avoir des idées, mais c'est un métier avec des process, des trucs sérieux derrière. Et donc, on a demandé à l'ensemble des ministères de conduire en les inspirant, en les guidant un certain nombre d'actions managériales. Alors après, il y a une boîte à outils qui aujourd'hui est diversement déployée. Mais quand je parlais d'outils, c'est des choses sérieuses qui existent dans la plupart des grands groupes. C'est formaliser des revues des cadres. Donc on a édité un guide pour savoir comment ça se passe. Parce qu'il y a toujours aussi une grande crainte du cadre juridique. Donc on doit aussi toujours sécuriser ce type de démarche, c'est amplifier la politique de vivier. À ce titre, je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que vous ne le savez pas, qu'on travaille avec le CISIR sur la création d'un système d'information de gestion des viviers interministériel, parce que nous aussi on porte cette vision interministérielle des choses, et donc pour avoir des managers qui s'adaptent, je pense qu'aujourd'hui il est souhaitable qu'ils aient connu différentes familles professionnelles, différents environnements si possible. Et donc, on cherche à amplifier la mobilité. Mais pour amplifier la mobilité, il faut que l'ensemble des employeurs sachent où aller recruter. Donc, on développe cet outil qui va s'appeler Vinci, qu'on espère expérimenter prochainement, qui va être une sorte de LinkedIn professionnalisé, amélioré de l'encadrement supérieur de l'État. On développe aussi l'évaluation à 360 degrés, qui est un outil très puissant, auquel je crois beaucoup.
Et donc, comme ça, on plante des petites graines. Alors, certaines poussent, s'épanouissent, et d'autres, c'est plus difficile. Et puis, ça dépend du portage ministériel. Donc, on va souhaiter, enfin, nous, on va souhaiter amplifier cette démarche, lui redonner certainement un nouveau portage politique. Aujourd'hui, toutes les conditions sont là. Projet de loi de transformation publique, texte d'application, et puis la mission que conduit Frédéric Thiriez sur l'encadrement supérieur, qui va aussi aborder la question de la gestion des carrières. Merci. Donc là, ce qu'on voit, c'est une fonction RH qui va être un vrai acteur stratégique dans les transformations à conduire. Et puis avec vous, Madame Debeau, on peut peut-être illustrer finalement ce que Monsieur Lagier vient d'exposer en termes d'outils et de démarches qui sont impulsés par la DGAFP, déclinés dans les ministères. Vous, à la douane, vous avez travaillé sur un plan managérial. Oui, en effet. Alors, pour reprendre du début, on a commencé d'abord par se réorganiser au sein de la sous-direction et en créant une section totalement dédiée à la GPEC et à l'accompagnement managérial. Donc, ça nous a permis de dégager des cadres qui ont pu complètement se dédier à ces fonctions-là, et notamment pour concevoir une revue des cadres et une revue des postes au sein d'un plan managérial qu'on a conçu et décliné il y a à peu près maintenant 2 ans. Et au sein de ce plan managérial, outre la revue des cadres et la revue des postes, la revue des cadres nous a paru tout à fait déterminante à concevoir et à décliner parce qu'on avait besoin d'une meilleure connaissance de nos viviers pour promouvoir et pouvoir proposer des postes et anticiper sur les parcours de carrière de nos cadres. Donc ça a été important. Et cette revue des cadres, on l'a démarré, on a fait un tour de France et on a contacté chacun des directeurs interrégionaux, et ça a été un temps d'échange extrêmement riche avec eux. On y a passé une journée avec eux. Une journée par direction interrégionale. Voilà, par direction interrégionale. Et on passait en revue les cadres. Enfin, on avait déterminé un vivier pour aller le plus précisément possible pour pouvoir examiner chaque situation. Et une revue des postes, parce qu'on pense que ça va ensemble, déterminer une cartographie des postes, une carte d'identité des postes, notamment les plus difficiles à tenir, pour pouvoir trouver ensuite les bons profils, notamment repérés dans les viviers, pour tenir ces postes. Donc ça a été, c'est important pour nous, hein, on démarre, l'équipe est toute jeune, la chef de bureau est présente avec nous ce matin. Donc c'est vraiment quelque chose de très structurant pour nous et qui fait réfléchir, parce qu'on a voulu aussi embarquer l'encadrement supérieur, alors que notre cible actuelle, c'est l'encadrement intermédiaire, qu'on estime extrêmement important justement pour relayer et pour accompagner les transformations. Et au sein de ce plan managérial, nous avons donc lancé une expérimentation qui a pu bénéficier du Fonds Innovation RH l'année dernière. Avec le droit de se tromper, alors ? Avec le droit de se tromper, tout à fait. En créant donc un réseau de référents managériaux, justement pour pouvoir un peu casser la ligne managériale verticale. Donc ils sont hors hiérarchie, ces référents managériaux ? Hors hiérarchie, voilà. Ce sont des douaniers qui ont un métier de douanier et qui distraient une demi-journée par semaine en moyenne de leur temps pour pouvoir accompagner les primo-arrivants, des managers qui arrivent sur leur premier poste, en circonscription, parce que là, on est vraiment dans le réseau. Dans une logique locale, de proximité. Réseau local, pour qu'ils puissent les accueillir et les accompagner dans leur premier mois de prise de poste, avec un discours, en tout cas un accompagnement de pair à pair. C'est une sorte de mentorat, tutorat, qu'on a voulu installer depuis quelques mois. Donc, on a une dizaine de référents managériaux et on compte doubler le recrutement à partir du mois prochain. Donc un accompagnement individuel, mais également on leur demande à travers leur lettre de mission d'avoir aussi une animation collective, et pour cela ils ont reçu une formation d'animation, co-développement de la communauté des managers, finalement, de leur circonscription, pour qu'on puisse, en dehors de tout regard hiérarchique, et dans un sens d'écoute, de bienveillance, de pouvoir s'écouter et éventuellement résoudre des problèmes ou aider à la construction d'un projet, par exemple, ensemble, et une animation vraiment locale.
Les premiers résultats sont assez encourageants et on a affaire à une équipe qui est très enthousiaste, alors qu'au départ, la RH n'était pas leur... Oui, ce pas des gens dont le métier est la RH. Ce sont vraiment des gens qui font un métier de douanier et donc ils parlent métier, mais à travers leur métier, leur fonction, on développe cet accompagnement managérial dont ils ont besoin. C'était une nécessité. C'était aussi l'occasion de faire passer des informations et surtout de faire remonter leurs attentes pour qu'on puisse travailler avec eux et qu'on réponde à leurs questions et qu'on puisse continuer à les accompagner. Ces référents managériaux bénéficient aussi d'une initiation au coaching parce que c'est aussi une posture qui, je pense, dans l'avenir, va avoir beaucoup de succès. Donc vous vous êtes finalement créé des relais dans la communauté managériale. Voilà. Et finalement, avec cet exemple de mesure assez concrète qui s'inscrit dans le plan managérial de la douane, on voit une forme de réduction de la distance qui peut parfois exister entre la fonction RH en tant que telle et les managers. C'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, je précise, c'est vraiment sur la base du volontariat. Et on a travaillé pour le choix de ces personnes avec les directeurs interrégionaux qui nous ont présenté plusieurs candidats. Ce qui nous intéressait, c'était qu'ils aient d'abord une première expérience managériale et surtout qu'ils aient des qualités pédagogiques. Il fallait que des gens qui sont intéressés par la transmission et par la réception aussi. Donc des qualités d'écoute et qualités relationnelles, c'est ce qui pour nous était primordial dans le choix de ces premiers référents. Merci beaucoup. On aura l'occasion de parler d'autres leviers aussi que contient votre plan managérial. Au château de Versailles, Madame Debeau commençait par parler de la réorganisation de la sous-direction RH avec cet accompagnement managérial qui est devenu une fonction en tant que telle. Au château de Versailles aussi, vous avez finalement pensé votre propre transformation en tant que DRH. Exactement. Alors nous aussi, on est parti du principe que pour transformer et pour accompagner au changement et à la transformation, il fallait peut-être qu'on se regarde, nous, à la direction des ressources humaines, et il fallait aussi qu'on se transforme et de se dire, est-ce que nous, déjà, on est en capacité de conduire notre propre changement interne avant de s'attaquer à la conduite de changement au niveau de l'établissement. Donc nous avons engagé au sein de la direction des ressources humaines un vrai plan de professionnalisation des pratiques RH et une transformation de la direction comme objectif, et c'était aussi ma feuille de route, moi quand j'ai pris mes fonctions, quand je suis arrivée sur ces fonctions-là au château, comme objectif d'en faire non plus une direction support, gestionnaire du quotidien, mais d'en faire une véritable direction stratégique au bénéfice du rayonnement de l'établissement et au bénéfice de l'ambition portée par la présidente de l'établissement de développer les projets pour l'établissement et ses équipes. Alors, on a déjà commencé par modifier en profondeur l'organisation, la direction, l'organigramme, de monter en compétence les agents qui étaient investis dans leur mission et qui souhaitaient voir soit leur champ revu, élargi, soit changer de compétences. Donc, on a fait exercer des droits d'option à l'ensemble des agents. Donc, tous les agents individuellement ont pu porter ce qu'ils souhaitaient, bien entendu, ont pu porter un projet professionnel que l'on a accompagné. Donc ça permettait aussi aux équipes d'être dans un esprit de collaboration et d'adhésion, ce qui me semblait, moi, indispensable pour poser le socle d'une vraie conduite de changement. Et puis, on a profité aussi de ce travail sur un nouvel organigramme pour finalement formaliser des fonctions RH qui, aujourd'hui, sont prégnantes dans la transformation de la fonction publique, mais qui n'existaient pas dans la direction, soit n'existaient pas dans l'établissement. Donc je parle des problématiques de qualité de vie au travail. On a créé un secteur environnement et qualité de vie au travail au sein du service hygiène et prévention, qui est un service traditionnel d'une direction RH, mais on a vraiment voulu formaliser ces problématiques de qualité de vie au travail. On va se saisir également des questions d'organisation du travail, parce que moi je pense que c'est fondamental qu'un établissement public comme le
château de Versailles puisse investir les questions d'organisation du travail, avec les nouvelles contraintes, on l'a vu, avec l'évolution des métiers et avec l'évolution du secteur public. Et puis, on a créé un service de modernisation RH pour pouvoir porter toutes les nouvelles politiques RH que nous allons devoir conduire en lien avec le ministère, mais aussi en lien avec les politiques interministérielles. Alors, parallèlement, on a engagé aussi, nous, en interne, dans une démarche très concertée, très participative, une démarche de qualité de vie au travail. Ça, je trouve que c'est un point d'entrée, et ça peut être pour vous un point d'entrée très important pour embarquer vos managers de proximité. Alors, la qualité de vie au travail, c'est pas uniquement de s'entendre sur l'endroit où on va mettre le baby-foot et quand on va faire les after-works. Ça participe à ça, mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment de se saisir des problématiques très concrètes des équipes, donc d'être dans une remontée du terrain, une remontée d'informations. C'est toujours important d'écouter nos équipes opérationnelles, nos équipes de terrain. C'est important pour elles de se sentir entendues. Et à travers un plan d'action de qualité de vie au travail qu'on a co-rédigé avec tous les agents de la DRH, qu'on a concerté avec les organisations syndicales. Moi, j'ai absolument voulu le passer en instance consultative pour que ce soit gravé dans le marbre. En fait, c'est un plan d'action. L'objectif principal du plan d'action, c'est de redonner du confort de travail aux agents et puis de s'engager. Parce que qui dit plan d'action dit un vrai engagement, des clauses de revoyure, un calendrier. Et c'est le dernier point sur lequel, moi, il me semble très important d'insister. J'ai souhaité que cette réorganisation des fonctions RH puisse être appuyée à un portage de haut niveau. Et j'ai travaillé à une feuille de route triennale, 2019-2021, que j'ai fait valider par la présidente de l'établissement et par l'administrateur général, qui est une feuille de route que j'ai déclinée par grand thème, par service, par secteur. Et du coup, ça donne une vraie visibilité et une vraie crédibilité du travail de nos équipes, de nos agents. Donc, ils ont été plutôt très satisfaits de voir qu'on portait leur sujet. Donc, du coup, à la fois, c'est très valorisant et puis ça pose aussi l'ambition. Oui, Et ça, c'était important pour moi. Si on voulait faire en sorte que la DRH du château de Versailles puisse devenir une direction stratégique, c'était d'avoir la vraie ambition affichée. Et donc, ce portage très fort fait écho aussi à ce que vous évoquiez, Stéphane Lagier, sur le portage politique, plus globalement, de ces politiques RH et d'encadrement. On reviendra à un certain nombre d'actions que vous mettez en œuvre pour la communauté managériale au sein du château de Versailles. Mais finalement, ce qu'évoque Madame Durossel sur cette feuille de route stratégique sur 3 ans, ça me fait penser, parce que je connais un petit peu le contexte de Pôle emploi, à la place finalement que vont prendre, si je ne m'abuse, les problématiques de transformation interne dans votre prochain projet stratégique qui est en cours de finalisation. Et est-ce que vous avez aussi finalement cette même vision de la DRH partenaire stratégique des transformations chez Pôle emploi ? Alors oui, on partage. Je reviendrai peut-être après. Nous aussi, on s'est transformé en termes d'organisation et d'offre de services RH. Mais par rapport à ce que vous disiez, en fait, on a eu un plan stratégique en 2012, un deuxième en 2015, et là, on est en train de construire le prochain pour 2020-2022. Et en fait, à chaque fois, on avait une convention tripartite qui nous liait à nos financeurs, un projet stratégique, et on faisait un contrat social qu'on adossait au projet stratégique. Là, pour le prochain, ce qu'on a fait, c'est que finalement, le contrat social, il est intégré dans le projet stratégique. Au sein du projet stratégique, et c'est la deuxième partie. On a une première partie sur les évolutions de l'offre de services, etc., ce qu'on va faire. Et la deuxième partie, c'est comment on va le faire. Et c'est là où c'est toute notre transformation des modes de management et des pratiques collaboratives. Et donc, ça resitue bien, finalement, les attendus. À égalité d'importance. Voilà, c'est ça. Parce que si on veut réussir, il faut bien marcher sur ces deux jambes-là. Et derrière, on a aussi un enjeu d'appropriation, parce que finalement, on a pu faire beaucoup de choses, mais dont les gens n'ont pas forcément soit conscience, soit connaissance. Et finalement, quand on parlait du contrat social, ça parlait à personne. Alors, c'est le moment d'humilité. Et alors que ça devrait concerner tout le monde finalement. Donc voilà, là tout l'enjeu maintenant c'est que ça soit davantage approprié par l'ensemble des collaborateurs et puis qu'ils puissent aussi situer à la fois ce que l'établissement va proposer, parce que l'idée c'est qu'on crée les conditions en fait pour que ça marche, et derrière que les collaborateurs ils puissent se sentir engagés et responsables, parce que c'est à
eux d'être acteurs derrière de leur développement de compétences. Et on positionne vraiment les managers, du coup, à la croisée. À la fois, le manager il va créer les conditions pour son équipe, il va soutenir ses collaborateurs, développer les talents. Et voilà, et c'est tout ce qu'on veut faire passer pour les prochaines années, c'est l'enjeu de notre transformation RH. Et du coup, pour ça, ça suppose que nous-mêmes, on se transforme. Alors, d'un point de vue organisationnel, on s'est transformé l'année dernière parce qu'on était précédemment sur une approche par processus, développement RH, formation, et finalement, on a fait le constat que ce n'était pas forcément ça qui répondait aux besoins des managers ou des collaborateurs, parce qu'ils peuvent adresser des problématiques qui sont finalement plus globales et qui peuvent être à la croisée de plusieurs champs. Et du coup, on s'est réorganisé autour des filières. Donc, on a management, relations de service, c'est notre cœur de métier, et puis les fonctions support. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir finalement un conseil de bout en bout, à la fois sur de la GPEC, sur l'identification du coup des actions de développement de compétences à mettre en œuvre, et sur l'ingénierie de ces actions de développement, puisqu'on a aussi nos propres sortes de formation interne. Et du coup, si je reviens sur les managers, on a une filière spéciale pour les managers avec également dedans une université du management qui conçoit et met à disposition les dispositifs d'accompagnement managériaux divers et variés. Est-ce que je profite que vous avez la parole, vous pourriez nous en dire un petit peu plus maintenant sur la façon dont vous accompagnez les managers de Pôle emploi dans la transformation que vous avez esquissée tout à l'heure vers une plus grande responsabilisation, déconcentration de la décision. Ça vient percuter un peu leur rôle traditionnel de détenteur de l'autorité ou de l'information. Comment on les accompagne et qu'est-ce que vous avez prévu et qu'est-ce que vous avez déjà fait en la matière ? Alors on est sur plusieurs actions en parallèle. La première, c'est d'inspirer et de donner à voir. Alors, au tout début, on est allé chercher de l'inspiration à l'externe. Et l'avantage avec le temps, maintenant, c'est qu'on va pouvoir donner à voir des inspirations internes pour dire, voilà, vous avez peut-être entendu parler de ce qui se fait chez Leroy Merlin, chez Kiabi ou dans des grandes entreprises comme ça. Et finalement, ça se fait aussi à Pôle emploi. On l'a fait dans des agences et on fait témoigner vos pairs pour qu'ils vous présentent ce qu'ils ont fait. Et ça a vraiment beaucoup de valeur auprès des managers et puis des agents parce que ça permet une plus grande adhésion. Et la deuxième, c'est qu'on donne à voir en fait là où on veut aller. Donc je vous disais, on a défini un référentiel de compétences managériales, donc 7, on essaie de rester simple. Et derrière, on permet en fait à chacun, enfin là on est encore en phase pilote, mais on va bientôt l'étendre, de se positionner finalement par rapport à ses compétences. Alors c'est pas de dire tu es bon ou tu es mauvais, l'idée c'est de dire quelles sont tes zones de confort ou d'inconfort. Et derrière, on a eu tout à l'heure l'illustration d'un radar. En fait, derrière ce radar, ensuite, ça propose des pistes d'action. Alors très concrètes, par exemple, on voit qu'il faudrait développer l'axe de feedback, essayer d'aller chercher un feedback dans la prochaine semaine. Et ça nous propose aussi l'offre de service de l'Université du Management en réponse aux besoins. Alors ça peut être des modules de formation, ça peut être des actions de coaching. On a un réseau notamment de 80 coachs internes. Ça peut être des co-développements. Voilà. Et en fait, derrière, on peut tirer toute l'offre de services. Je réponds à un certain nombre de questions sur l'outil et je me rends compte que j'ai une zone d'inconfort sur le fait de donner du feedback à mes agents. J'ai un challenge d'essayer de le faire dans la semaine et j'ai des ressources pour m'y aider. Et l'autre chose qu'on fait, c'est, puisque là, on est sur la dimension individuelle du manager, on travaille aussi sur la dimension collective. Et là aussi, on va donner aux équipes ce qu'on appelle le GPS de la confiance. Et derrière, le GPS comme dans les voitures. Voilà. Pour pouvoir se situer en fait là où on en est l'équipe sur ses pratiques, sur ses modes de fonctionnement, et qu'ils puissent décider ensemble, alors aussi avec le manager, là je l'inclus dans l'équipe, sur finalement les axes de travail qu'ils souhaitent adresser. Est-ce qu'on veut aller plus sur l'orientation utilisateur, développer des choses là-dessus? Est-ce qu'on veut travailler plus sur la performance et comment on se saisit collectivement notamment de nos indicateurs pour les améliorer? Ou est-ce qu'on veut travailler sur les modes de fonctionnement? Et à chaque fois, en fait, derrière, on va pouvoir proposer des boîtes à outils pour pouvoir s'en saisir. Un peu dans la logique des guides que produit la DGAFP, voilà, on ne régit pas tout par des normes, mais aussi par des outils et des guides et des bonnes pratiques. Madame Debeau, vous vouliez rebondir, ou peut-être Isabelle, vous aviez encore un point à ajouter. Et on essaye de simplifier nos normes RH aussi. Oui, d'accord, une logique de simplification. Parce qu'on était assez cadrant et on s'est rendu compte dans nos instructions, précédemment, elles étaient très très détaillées et c'était comment vous devez faire. Et là, on est en train de s'appliquer l'exercice. Alors, c'est un peu difficile parfois, mais par exemple, pour la prochaine campagne promotion, finalement, on rappelle les incontournables. Alors, le respect de la loi, de la convention, du budget, d'une période, l'utilisation d'outils. Mais on ne norme plus un certain nombre de choses. À titre d'exemple, avant, on disait,
les mesures, les changements de coefficients, c'est à telle date, et si vous voulez dégager un budget pour les primes, vous pouvez le faire jusqu'au 1er juillet. Les primes, elles doivent être de temps pour telle catégorie, temps. Là, maintenant, on dit, c'est vous qui choisissez, finalement, c'est à vous de prendre la décision, d'identifier le bon montant des primes, et on dit, c'est à vous aussi de définir les critères d'attribution. Alors, certaines agences sont expérimentées et sont allées jusqu'à une définition collective, pas que la ligne managériale, mais par les équipes elles-mêmes, des critères de promotion. Il y a même une agence qui allait jusqu'à la décision collective des critères. Voilà. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez des incontournables et au-delà, à vous de vous mettre d'accord. Et si jamais un autre niveau que le niveau national veut rajouter une norme, il faut justifier de ce rajout. Parce qu'on avait aussi la difficulté d'avoir de plus en plus de normes en fonction des niveaux. Effectivement, ça se sédimentait. D'accord. Fabienne Debeau, vous souhaitiez rebondir? Oui, non, c'est très intéressant ce qu'on entend là. Ça donne des idées, effectivement. Non, moi, je voulais revenir sur les outils que l'on souhaite donner aux managers, notamment aux managers de proximité, notamment tous les outils d'auto-évaluation. Notamment, là, on expérimente des outils sur les pratiques, les préférences managériales, qui permet d'abord aux managers eux-mêmes de se situer et des marges de progression qu'il y a éventuellement à franchir. Et puis également, pour nos référents managériaux, faire passer, si les managers le souhaitent, ce propre outil et pouvoir débriefer avec eux, toujours dans une relation bienveillante et sans regard hiérarchique. Donc ça, je trouve important. On travaille aussi sur les radars de compétences. Pourquoi ? Parce qu'on se dit qu'il va falloir aussi faire évoluer les managers et donc revoir nos programmes de formation. Formation initiale et formation continue. Et donc, on travaille à la production d'un plan national de formation pour les cadres. Parce qu'il faut savoir qu'en douane, il y a 2 écoles. Il y a une école à La Rochelle pour les catégories B et C, une école à Tourcoing pour les catégories les écoles de douaniers. A, voilà, douaniers. Et à Tourcoing, il y a également un institut du management pour la douane, qui est une toute petite entité et avec laquelle on essaie de travailler et d'approfondir justement tous les apprentissages. On parlait tout à l'heure d'insérer les formations management dès les formations initiales. Je trouve que c'est extrêmement important. Et donc, c'est un des axes de notre plan managérial, c'est de refondre ce plan de formation, le destiner aux cadres. On ne part pas de rien, bien sûr, mais c'est aussi, il n'y a pas que l'Institut du management, il faut aussi s'ouvrir à d'autres formations à l'extérieur. Diversifier l'offre. Aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Moi, j'insiste beaucoup sur le benchmark et puis aller voir ailleurs parce qu'il y a aussi de très bonnes pratiques et il faut qu'on s'en inspire. Et je trouve que ça participe aussi. C'est aussi un message que l'on fait passer sur les mobilités interdirectionnelles, interministérielles. C'est extrêmement important parce qu'on apprend beaucoup des autres. Et je pense que c'est une expérience très enrichissante, à la fois pour l'institution, mais aussi pour le manager qui pourra l'inscrire dans son parcours professionnel. Merci. Je voudrais rebondir sur ce sujet de la formation que vous introduisez. Stéphane Légier, vous, à la DGAFP, vous avez la tutelle de l'ENA et puis en tout cas, vous vous intéressez aussi à ce levier de la formation, mais pas uniquement sur l'ENA, mais il y a aussi les IRA. Enfin, quel est pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, le levier de la formation est utilisé au service de cette transformation du rôle de manager suffisamment ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Quelle perspective est-ce que vous pouvez donner sur cette question-là ? Oui, je vais vous répondre. Déjà, moi, je ne connaissais pas les participants, donc ce que j'entends me fait très plaisir, parce que par rapport à la métaphore végétale des graines, ça montre quand même qu'il y a quand même pas mal de choses qui se font dans des quotidiens où parfois on a tendance à se désoler. Sur la formation, alors après, je ne sais pas qui fait réellement la tutelle de l'ENA, c'est un vaste sujet, mais sur la formation en général, oui, bien sûr, on n'en fait jamais assez. Néanmoins, je pense qu'il y a une prise de conscience. Je vois quand même apparaître un certain nombre de sujets de formation embarquant les populations de l'encadrement supérieur, qui auparavant étaient tellement intelligentes, omniscientes,
qu'elles en étaient à peu près écartées. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un effort d'investissement qui est très récent et qui fait très plaisir à voir. Ça commence par le plus haut, avec la formation des directeurs d'administration centrale et le cycle interministériel de management de l'État, où quand même sur plusieurs journées, un certain nombre de top managers sont embarqués dans des logiques de formation, ce qui n'existait pas actuellement. Et c'est pas des formations techniques. Et en interministériel. Et en interministériel. Alors ça va créer beaucoup de valeur. Et alors nous, on le fait sur la strate en dessous, des emplois de direction, chef de service et sous-directeur. Ça fait quelques années qu'on a créé un module de formation interministérielle, sous-directeur, chef de service. Alors, on n'est pas à la maille encore de ce qu'il faudrait faire. C'est 2 jours et demi au moment de la prise de fonction. C'est pas assez. Donc, mais il y a encore pas si longtemps que ça, c'était rien du tout. Et c'est interministériel. Et ça crée énormément de valeur et on y est très attaché. Donc, on va essayer de l'amplifier, ce séminaire. Mais ça, c'est des objets un peu interministériels portés par le SGG, la DGAFP, mais certains ministères investissent. Je pense à Bercy, à travers l'IGPDE, qui a construit un parcours de formation des cadres quand même très ambitieux, où on associe les cadres de la centrale et des services déconcentrés. Ça aussi, c'est assez récent, ça marche, et c'est plusieurs jours par an. Avant, on disait, voilà, on n'a pas le temps, on fait des jobs tellement importants qu'on ne peut pas quand même aller en formation. Là, les gens y vont et ils sont assez volontaires pour y aller. Et ça, c'est un changement culturel qui fait très plaisir à voir. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées font des choses aussi assez ambitieuses et ont pris conscience de ça. Après, la difficulté qu'on a, faut pas se le cacher, il y a une question de ressources. Là, je vous ai parlé de gros ministères qui ont développé des moyens internes de formation et qui investissent ces sujets-là parce que quelque part, il y avait de la ressource. Il y en a d'autres, plus petits, moins riches, moins denses, où on n'est pas à la maille. D'où le fait que nous, DGAFP, on essaye de dire, voilà, ce qui marche chez les uns doit être amplifié en interministériel et qu'il faut qu'on accompagne ceux qui peuvent aller moins vite pour faire mieux. Je pense à ce titre que le projet de loi de transformation de la fonction publique qui va quand même obliger l'ensemble des DRH à se restructurer, à déplacer certains centres de ressources, doit permettre de réinvestir ces fonctions qui sont absolument stratégiques et sur lesquelles il y a beaucoup d'attentes. Donc oui, on est parfaitement conscient de ça et je sens que le sujet émerge, mais effectivement, par rapport à ce que font certains groupes privés, on n'est pas là où on devrait être complètement. Donc il y a du progrès encore. Merci. Sur ce sujet de la formation, à Versailles, vous avez mis en place tout un plan d'action ou un dispositif spécifique. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'Académie des cadres ? Oui, donc effectivement, donc cette année, donc c'est tout nouveau, on a mis en place au sein du château de Versailles donc une Académie des cadres, donc c'est la première session. Donc on s'est engagé sur un plan là encore de 3 ans et cette Académie des cadres, elle est destinée pour le moment aux cadres qui ont des responsabilités d'encadrement. Donc c'est environ 150 personnes, c'est 15% de nos effectifs et c'est vrai qu'à terme on réfléchit à l'élargir à l'ensemble des cadres, qu'ils soient encadrants ou non. Alors pourquoi on a décidé de créer cette Académie des cadres ? On est parti d'un constat qui nous a quand même un petit peu alarmé, qui était celui de la désaffection des cadres encadrants pour les formations au management classique. C'est-à-dire qu'on avait un programme de formation à la fois interne au château et puis aussi on a la possibilité de former nos cadres dans le cadre des programmes ministériels de formation au management et que finalement on avait au fur et à mesure des années très peu d'inscrits. Deuxième constat, c'est un manque avéré de culture managériale au sein de l'institution. Alors je ne vais pas dire que ça fonctionne pas, ça fonctionne très bien, mais on sent que ce manque de culture managériale commune était de nature à handicaper les développements futurs et les nécessaires projets de modernisation RH. Donc on a décidé de créer cette Académie des cadres qui a aujourd'hui 2 volets, donc c'est un lieu de formation classique, mais qu'on a souhaité totalement renouveler, totalement diversifier. On a complètement repensé l'offre de formation, déjà par rapport à la typologie des encadrants. On a une offre de formation spécifique pour les cadres dirigeants, une offre de formation pour les cadres intermédiaires, et puis pour les cadres plus opérationnels, puisqu'au château de Versailles, nous avons beaucoup de chefs d'équipe, et un chef d'équipe au château de Versailles,
c'est en fait un technicien qui est devenu un super technicien, qui a évolué dans ses fonctions et qui aujourd'hui a des responsabilités d'encadrement, parfois de grandes équipes très opérationnelles, mais qui finalement n'a jamais eu de formation managériale et qui se retrouve bien souvent très démuni dans son management au quotidien. Il y avait des besoins spécifiques finalement assez différentes. Très spécifique. Donc on s'est dit que pour être efficace, il fallait quand même qu'on catégorise. Et donc on a monté un programme de formation avec un socle commun, avec donc des formations, je dirais assez classiques au management, et puis surtout ce que j'appelle un kit de survie RH quand vous prenez vos fonctions. Donc ça c'est le socle commun. Et puis on est allé un peu plus fin dans la maille et on a développé un programme d'action spécifique. Donc en fonction de ces 3 catégories, qui sont soit des actions de maintien de compétences, soit des actions de développement de compétences. Et j'ai demandé à mes équipes qu'on soit très innovants. Donc l'idée, c'est vraiment, comme vous, de se créer une boîte à outils pour tel problème, soit individuel, soit collectif, quelle est la bonne réponse en termes de formation et en termes de sensibilisation. Donc on est vraiment en train de travailler sur divers formats de formation. Donc nous aussi on expérimente beaucoup. Donc j'en vois beaucoup les agents de la DRH expérimenter des nouveaux types de formation pour proposer un calendrier très renouvelé et très enrichi. Donc ça c'est sur l'aspect formation. Et le deuxième aspect qui pour moi est essentiel, c'est je souhaite faire de cette Académie des cadres un lieu d'échange entre pairs. Voilà, sur le modèle un peu de ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que c'est important, à un moment, qu'on puisse, dans notre charge de travail, se dire que notre boulot, c'est aussi d'aller échanger avec nos collègues sur des problématiques communes et d'être dans l'échange, le partage et la résolution collective. Donc, on a créé des espaces de discussion. Donc, on a ce qu'on appelle des causeries, donc on essaie de les faire une fois par mois. Alors l'espace de discussion, ça reste quand même assez cadré. On souhaite pas en faire un café du commerce, un lieu de revendication, il y a des thématiques qui sont données pour ces échanges. Voilà, il y a des thématiques qui sont données pour ces échanges et des règles du jeu. Tout ça est très cadré et l'idée c'est vraiment de partir du vécu au travail, parce que je pense que c'est important que les managers puissent parler de leur vécu au travail. Donc on se fait accompagner, on a toujours en fonction du thème un prestataire externe et nous à la DRH on pilote cela. Donc on a travaillé sur les incivilités au travail. D'ailleurs on a commencé par ça. Moi j'avais envie d'envoyer un message très fort aux équipes de l'établissement, travailler sur les incivilités au quotidien au travail. Et puis on a travaillé aussi sur la surinformation. Là on va travailler sur la détox digitale. Enfin voilà. Donc on essaie de faire émerger des thèmes très concrets et on a effectivement des règles dans nos échanges, mais c'est vraiment de se donner un temps où on a le droit de s'exprimer sur notre vécu au travail et on trouve en collectif des solutions. Finalement, ça fait penser aussi un peu à ce que vous développez à la douane, cette notion d'échange entre pairs. C'était aussi pratiqué chez vous, je crois, chez Pôle emploi. Oui, alors nous, dans l'offre de service, on a des formations avec ce qu'on appelle les essentiels. C'est à la prise de fonction par niveau de management, donc proximité, intermédiaire, supérieur et cadre dirigeant. Ensuite, on a ce qu'on appelle les sur-mesures, donc c'est en complément, en fonction des besoins de chacun, on va les piocher dans l'offre de formation. On a de l'accompagnement à travers du coaching individuel ou collectif et puis aussi des actions de co-développement. On a des gestionnaires de carrière, alors plutôt pour les encadrants supérieurs et dirigeants, sinon c'est en région pour les autres niveaux de management. On fait aussi des dispositifs, ce qu'on appelle les anim managers, justement, en essayant d'aller sur des thématiques un peu plus éloignées, mais qui peuvent aspirer, ou des fois on utilisait des choses avec des détours pédagogiques, par exemple, ou rendre par l'art pour aller chercher des réflexions sur le management. Et puis on essaye aussi on a mis en place un système de parrainage, marrainage pour que, par exemple, quand on a des promotions de cadres supérieurs, ils aient un parrain, marraine qui soit cadre dirigeant. Et l'idée, c'est derrière de pouvoir aussi jouer sur la connaissance réciproque, finalement, et puis casser certaines représentations. Voilà ce qu'on peut faire. Merci beaucoup de l'initiative finalement qui se décale des formats classiques de la formation pour accompagner les managers face à leurs nouveaux défis. Et avec tout ce que vous avez exposé, je pense qu'on a une matière à penser et à s'inspirer assez importante. Merci beaucoup.